Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La société civile gabonaise se prépare aux prochaines échéances électorales prévues en 2023. Une table ronde a été organisée le 23 avril. Objectif affiché, appuyer la transparence électorale et sécuriser les résultats des urnes. Le Togo présentera sa demande d'adhésion au Commonwealth en juin prochain. L'adhésion à cette organisation intergouvernementale permettrait à ce pays d'Afrique de l'Ouest de s'ouvrir à un marché de 2,5 milliards de consommateurs. Le Bénin valorise son patrimoine national en exposant les 26 trésors royaux restitués en 2021 par la France. Une exposition avec tous ces objets se tient depuis le mois de février. Une initiative qui réjouit les jeunes apprenants friands de ce retour vers le passé. Mais tout d'abord au Burkina Faso, c'est ce lundi que s'est tenue l'audience du procès sur les intérêts des partis civils dans l'affaire Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons assassinés en 1987. Devant le tribunal militaire de Ouagadougou, les avocats des partis civils exigent que l'État et les prévenus soient solidairement responsables et tenu de réparer tous les préjudices subis par les familles. En dédommagement, la famille Sankara demande un franc symbolique. Par contre, d'autres familles des victimes réclament des centaines de millions de francs comme indemnisation. Le tribunal militaire rendra sa décision le 10 mai. La junte militaire au pouvoir persiste et signe au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé de transition a affirmé ce lundi qu'il n'entendait pas écourter la période de transition de 3 ans avant un retour des civils au pouvoir. Rappelons que ce lundi 25 avril était la date fixée par la CEDEAO pour présenter un calendrier acceptable de la transition sous peine de sanctions économiques et financières. Ce même ultimatum avait été donné à la Guinée ainsi qu'au Mali, deux pays actuellement dirigés par des juntes militaires. Après des coups d'État, aucun d'entre eux n'a décidé d'écourter la durée de sa transition. Consolidation des valeurs et principes démocratiques au Gabon. Une table ronde a été organisée le 23 avril par la société civile. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur un projet visant à rassurer la sécurisation des résultats des urnes à 1 an des prochaines élections prévues en 2023. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antono. Au Gabon, s'est tenue le 23 avril 2022 une table ronde de mobilisation des ressources pour l'exécution du projet d'appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnes dans le pays. Pour les acteurs de la société, ce projet devrait permettre de consolider les valeurs et principes démocratiques au Gabon et de contribuer à l'amélioration de la transparence, la prévention des conflits et la gestion apaisée des différents scrutins à venir et au respect des résultats des urnes. En effet, s'est tenu à Libreville à l'initiative de 3 ONG gabonaises, un atelier qui visait à présenter le projet à l'ensemble des acteurs de la société civile pouvant être potentiellement intéressés par la question de la démocratisation, de la transparence et de la sécurisation des votes en prévision des prochaines élections qui se tiendront au Gabon en 2023. D'après les experts du domaine électoral au Gabon, les processus électoraux de ce pays d'Afrique centrale sont très souvent caractérisés par des manifestations et actes de violence enregistrés avant, pendant et après le scrutin. Ces climats électoraux délitaires, selon eux, se marquent généralement par des menaces et d'intimidations de tout genre d'influence et affectent les résultats des urnes. Il faut savoir qu'en l'état actuel du dispositif législatif et réglementaire encadrant les élections au Gabon, la société civile est totalement exclue du processus qui tourne essentiellement autour des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Rappelons que c'est depuis le retour du Gabon au multipartisme en 1990 que des répétitions des situations de violence pré- et post-électorales sont régulièrement observées dans le pays. Ainsi, avec cette réforme, la société civile espère pouvoir mettre fin à toutes les choses liées au système électoral qui entraînent une instabilité politique aux conséquences sociales dommageables pour les populations et la démocratie.
Au Togo, le Parlement a approuvé le 22 avril l'adhésion du pays au Commonwealth, organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Le but n'étant pas de quitter la francophonie, mais de diversifier les partenariats du pays. Les explications de Joël Ballot. Le Togo s'ouvre au Commonwealth. C'est l'une des résolutions adoptées à l'unanimité par le Parlement togolais le 22 avril 2022 au cours d'une séance d'information gouvernementale. En parachevant ce processus, l'Assemblée nationale souhaite encourager le président Faure Gnassingbé à mener ce processus à terme 8 ans après son lancement en procédant déjà au dépôt formel de candidature pour le sommet du Commonwealth en juin 2022 au Rwanda. Au-delà de l'ancien héritage politique britannique, l'Assemblée nationale assure au Togo la reconnaissance internationale d'un renouveau historico-politique. Sur le plan commercial, l'adhésion garantit un vaste marché extérieur pour l'exploitation des produits nationaux togolais. Avec le Commonwealth, c'est plus de 2 milliards de consommateurs. Pour d'aucuns, ce soutien est source de polémique, étant donné que le Togo est un pays francophone et l'anglais ne faisant pas partie des langues couramment parlées. Aussi, le Parlement a tenu à le spécifier. Le Togo ne quitte pas la francophonie, il va seulement renforcer les programmes d'enseignement de l'anglais et réactiver d'autres partenariats. Depuis l'accession du président Faure Gnassingbé au pouvoir, il y a une volonté réelle d'engager une diversification des partenaires à travers une transition économique orientée vers notamment des pays de l'Est, essentiellement la Chine, la Corée du Sud et autres. Donc on peut comprendre derrière cette décision, cette volonté de diversifier ses partenaires, car l'anglais aujourd'hui constitue l'une des premières langues parlées dans le monde. Et en allant vers le Commonwealth, ce sera pour attirer d'importants investissements vis-à-vis du voisin ghanéen qui resterait compétitif en matière d'attraction des investissements en tant que tel. Grâce à son modèle de développement, le Commonwealth permettra au Togo, comme au Rwanda, de diversifier ses relations diplomatiques, économiques, afin d'élargir le champ de ses rapports étatiques. Pour rappel, plusieurs pays francophones ont ou vont adhérer au Commonwealth, le Rwanda en 2009, le Togo en 2022 et bientôt le Gabon. Le secteur touristique rwandais redécolle petit à petit après un ralentissement dû à la pandémie de Covid-19. Les investissements directs étrangers reviennent aussi après une baisse de plus de 47% en 2020. Un investissement de 200 millions de dollars vient d'être annoncé pour le développement du secteur touristique. Reportage de notre correspondant Fratenda Kesenga. Après une longue période à l'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, le secteur touristique rwandais reprend et avec force. En effet, avec la reprise des conférences internationales et notamment le sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu en juin 2022, les investisseurs locaux et étrangers se préparent en conséquence. C'est le cas de Billy Chung, un investisseur chinois dans le secteur de l'hôtellerie. Beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi je viens investir beaucoup d'argent dans ce petit marché et je leur réponds que j'ai confiance au leadership du pays. Cela fait 12 ans que j'investis au Rwanda et j'ai vu combien la volonté pouvait faire avancer les choses en termes de croissance. J'ai vu comment le gouvernement est très accueillant pour les investisseurs et les changements qui s'en suivent. C'est vrai que la pandémie a ralenti les choses, mais elle ne peut pas nous arrêter. Billy compte investir 200 millions de dollars pour le développement d'un complexe touristique à Kigali. La première phase, estimée à 50 millions de dollars, est sur le point d'être achevée. Il comprend 2 hôtels, des restaurants et plusieurs appartements. Un risque, mais aussi une belle opportunité dans un secteur en pleine croissance au Rwanda, selon les banquiers. Investir dans le secteur de l'hôtellerie, ça va au-delà des frontières car le tourisme traverse les pays. Nous, on ne regarde pas seulement la capacité d'un pays, mais comme une opportunité internationale. Le Rwanda est un hub touristique dans la région et les gens voyagent de très loin pour venir découvrir cette région et donc, quand on finance un tel projet, on regarde au-delà du Rwanda. Nous savons que c'est un petit marché, mais nous savons aussi que c'est un hub du mouvement des biens et des services. En 2020, le Rwanda a enregistré des investissements d'une valeur d'1,3 milliard de dollars américains, soit une baisse de 47% par rapport à 2019. La baisse des investissements a été attribuée à la pandémie de Covid-19 qui a affecté l'économie mondiale. Les investissements directs étrangers ont représenté 51% du total des investissements enregistrés en 2020.
Quels sont les facteurs qui empêchent l'éclosion de l'industrie du livre en Afrique? C'est l'une des questions qui a été débattue au Cameroun le 23 avril à l'occasion de la journée mondiale du livre. Notre correspondant Séverin Douqueux nous livre les conclusions de ce débat. Au menu de la célébration de la Journée mondiale du livre, la problématique de la promotion et du développement de l'industrie du livre avec en toile de fond l'impact des prix et autres distinctions sur l'émancipation de la filière sur le continent africain. Au Cameroun, les acteurs se sont réunis pour débattre des obstacles et autres facteurs qui freinent le développement du livre. Deux coupables, des habitudes mais davantage des prix pratiqués sur le marché en comparaison avec le pouvoir d'achat de la population. L'accès au livre est difficile parce que son coût est élevé. Le deuxième frein est qu'il y a quand même un nombre insuffisant de bibliothèques publiques qui permettent donc de démocratiser l'accès à la lecture. Parce qu'il faut se dire que pour construire une économie du livre, derrière, il faut avoir, n'est-ce pas, déjà un public averti. Une industrie qui tend vers un boom exponentiel ces derniers temps, rythmée par la qualité et l'excellence, avec des auteurs de plus en plus jeunes, mais surtout des productions qui séduisent davantage le lecteur et dont la reconnaissance mondiale leur est attribuée à travers des distinctions comme le prix Goncourt des lycées 2020 décerné à Djaïli Amadou Amal pour son livre Les Impatientes. Des distinctions qui affectent toute la chaîne de production, de l'auteur au vendeur en passant par le lecteur, avec une ambition affichée, lire pour ne plus jamais se sentir faible. Ça a un impact majeur. Il n'y a qu'à voir avec le livre de Djaïli Amal, les ventes vont au-delà de 400 000. C'est dit que, imaginons que ce livre-là était vendu au Cameroun à 400 000 exemplaires. Les libraires, certainement, devaient se retrouver avec beaucoup d'argent, les imprimeurs pareil, l'auteur qui est Djaïli pareil, ainsi que son éditeur. C'est dit que ça a véritablement un impact économique. Au-delà de l'impact économique, il y a l'impact idéologique, il y a l'impact même psychologique. Donc ça montre aux autres auteurs vivant sur le continent qu'effectivement c'est possible, il faut rêver, il faut faire grand. Les livres d'aujourd'hui en Afrique, mieux qu'hier, avec leur couverture brillante et leurs pages crémeuses, se veulent être un véritable vecteur de développement dans une Afrique de plus en plus curieuse et en constante remise en question. La journée mondiale qui célèbre cet outil nécessaire au progrès a été créée par l'UNESCO en 1995. Le Bénin est le premier pays africain à avoir obtenu la restitution par la France de ses trésors royaux pillés pendant la colonisation. Depuis le 19 février dernier, le pays organise une exposition intitulée « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain ». Le but, valoriser le patrimoine culturel national auprès des jeunes générations. Reportage de notre correspondant Leftionou. Plus de 2 mois après l'ouverture en grande pompe de l'exposition diptyque et gratuite Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain par le président de la République Patrice Talon, le palais de la Marina à Cotonou au Bénin ne désemplit pas. L'affluence est réelle et de nombreux visiteurs s'impatientent. Parmi eux figurent des groupes scolaires qui viennent non seulement se remémorer l'histoire des Amazones et des rois du Dahomey, mais aussi découvrir les 26 trésors royaux restitués en novembre 2021 au Bénin par la France et l'art contemporain du pays. J'ai ressenti de la joie quand enfin je pouvais voir les œuvres que les Européens avaient pillées au Dahomey. Et c'est émotionnel de revoir ces œuvres de retour ici, dans leur pays. Je peine encore pour les 3000 autres œuvres qui restent en France. Le volet art contemporain du Bénin est composé de plus d'une centaine d'œuvres artistiques réalisées par 34 artistes majeurs et émergents contemporains béninois. À travers plusieurs médiums, ils ont spécifiquement valorisé les cultures vaudou grâce à divers styles artistiques remarquables et esthétiques. La perspective, c'est que déjà, il y ait cette connexion qui se fasse entre le patrimoine ancien et l'art contemporain. Donc c'est pour ça que dans ces visites spéciales scolaires, on inclut bien entendu la partie art contemporain avec, on va dire, une visite plus spécifique sur un auteur, un artiste, qui sera en lien avec la partie des 26 trésors. Et autre perspective, c'est ensuite les œuvres qui vont aller à Ouida, au musée de Ouida. En marge de l'exposition au Palais de la Marina,
La journée du jeudi réservée aux établissements scolaires permet aux apprenants de vivre un moment historique et d'inciter de nouvelles vocations. A noter que des ateliers de pratique artistique destinés aux familles avec enfants ont lieu les week-ends jusqu'au 22 mai 2022, fin du vernissage à la présidence. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.